Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Oxalis Let's Talk, le podcast dédié à la digitalisation des achats. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour notre épisode Alexandre de chez Kaora Partners et nous allons parler des achats publics. Donc Alexandre, peux-tu te présenter, nous dire d'où tu viens et nous présenter également Kaora Partners, s'il te plaît ? Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Donc, je suis Alexandre de la société Kaora, effectivement. Moi, je viens Alors, j'ai un parcours assez classique, donc école de commerce au début, marketing. Et puis après, j'ai un peu changé de branche, secteur public. J'ai fait un autre master, du coup, en carrière publique à Sciences Po Bordeaux. Et où j'ai découvert, effectivement, les joies de la commande publique, on en parlera. Et j'ai intégré, du coup, la société Kaora depuis à peu près 3 ans et demi maintenant. Donc c'est une société de conseil et d'intégration de solutions aussi, de RP et de PM, qui existe depuis 8 ans maintenant, et on travaille autour des problématiques financières et achats. Et moi, je suis en charge effectivement en tant que responsable de l'offre achats et finances publiques. Ok, super. Merci Alexandre, je suis ravie de t'avoir également aujourd'hui sur cet épisode. Alors je vais te demander Alexandre de nous rappeler les fondamentaux des achats publics, nous partager une rapide définition, un peu les contraintes réglementaires autour de ces achats publics. Donc la parole est à toi. Très bien, donc les fondamentaux, je pense que c'est même au-delà de l'achat public, c'est même dans le secteur public de manière générale, on parle beaucoup d'un sacro-saint principe qui est l'intérêt général. Donc les achats publics, c'est avant tout en respect de ce principe-là. C'est ni plus ni moins que la même chose que les achats privés, soumis à un certain nombre de contraintes réglementaires, effectivement, qui sont régies par le droit de la commande publique et qui respectent finalement des obligations de mise en concurrence, de la traçabilité, un certain niveau de seuil aussi, et une transparence au regard des citoyens, tout simplement. Donc voilà un petit peu si je devais résumer ces grands principes. Pas très différent de l'achat privé, mais avec un certain nombre de contraintes réglementaires qu'il faut connaître dans ce domaine-là. Voilà. Qu'il faut connaître et appliquer, oui, du coup. Ouais. Super, merci. Est-ce que tu peux nous partager quelques différences avec justement les achats privés ? Oui, tout à fait. Donc, on a une différence fondamentale, c'est la notion de seuil. Typiquement, un des seuils très connus, c'est inférieur ou supérieur à 40 000 euros. Ça nécessite de passer par ce qu'on appelle une procédure formalisée, c'est-à-dire aussi le mettre en concurrence, faire un certain nombre de pièces administratives qu'on doit soumettre à chaque candidat, qui seront soumis eux-mêmes au même traitement lors de l'audition et du choix de leur candidature et de leur offre. Donc effectivement, tout ça doit être mis dans un cahier des charges qui doit être chiffré de manière proportionnelle, de manière à choisir ce qu'on appelle en droit public l'offre la mieux disante. Et encore une fois, derrière le caractère mieux disant d'une offre, on peut y mettre beaucoup de choses. Donc c'est là aussi où on a une part d'interprétation dans ce droit public-là qui demandera à être modernisé, j'imagine, à l'avenir. Super, merci. Et c'est intéressant parce qu'on constate que dans les achats privés, les entreprises plutôt matures, qui ont des politiques achats assez travaillées, définies en interne et respectées de tous, s'inspirent finalement, comme tu dis, de ce que font les achats publics, parce qu'on retrouve généralement, moi c'est ce que j'ai retrouvé dans le passé, alors parfois le seuil est à 40 000 comme dans les achats publics, et parfois il l'augmente un peu à 50 ou 100 000 selon les natures d'achat, mais les entreprises exigent aussi dans les achats privés, de mettre en concurrence les fournisseurs et d'avoir à minima 4, 5 devis selon les montants, selon la nature d'achat, et de lancer aussi, alors c'est peut-être moins formalisé que sur les procédures d'achat public, mais de lancer tout de même une mise en concurrence, une consultation, avec des critères bien définis en amont de sélection des offres et du fournisseur, d'analyse des offres. Donc finalement, on voit que les achats privés s'inspirent de tout ce qui est régi là autour des achats publics. Donc comme tu dis, il y a des différences, mais finalement, ça se rejoint par moments. C'est exactement ça, et je pense que c'est un propos hyper intéressant, parce qu'on dit souvent que c'est souvent le public qui s'inspire du privé pour se rapprocher d'une logique de performance. Il faut savoir que cette logique-là, dans les achats publics, mais aussi en finances publiques, de manière générale, c'est une vraie logique qui est en train d'émerger au sein des modes de gestion publics. Mais inversement, effectivement, on a aussi le privé qui vient s'inspirer un petit peu d'un format un peu plus cadré, réglementaire, juste dans le choix des candidatures, etc. Donc effectivement, je pense que, comme d'habitude, management privé, management public, l'un se nourrit de l'autre. Et c'est on prend ce qu'il y a le mieux d'un côté et de l'autre.
Bon, je vais te poser quelques questions tout au long de notre épisode. Ça sera un peu notre fil conducteur. Et puis parfois, les questions vont se rejoindre les unes avec les autres. Est-ce que tu peux nous dire ce qui rend, selon toi, les achats publics si spécifiques? Alors, ce qui les rend si spécifiques, donc on a parlé de droit de la commande publique. Donc évidemment, c'est toute cette surcouche réglementaire et la manière dont elle se traduit. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour contractualiser avec un, un prescripteur public, il faut impérativement être sachant de ces procédures-là, ou en tout cas rentrer dans une procédure, par exemple si on parle d'un MAPA, un marché à procédure adaptée, rentrer dans cette mise en concurrence-là, passer par une plateforme de marché. Ça, on en parlera aussi sur les outils. Voilà, il y a aussi pas mal de problématiques autour de ça. Et une fois qu'on rentre dans cette procédure-là, suivre quasiment à la lettre un petit peu la documentation à remplir, le cadre de réponse technique qu'on peut avoir aussi par moment qui est imposé ou qui ne l'est pas, remplir toute la partie chiffrée qui doit être normalement commune à chaque candidat, mais qui ne respecte pas forcément le modèle économique de l'entreprise qui répond. Donc pareil, il faut réussir à rentrer finalement dans chacun de ces cadres techniques, financiers, administratifs, pour être soumis au même cadre de mise en concurrence et pour in fine espérer être sélectionné, on va dire, sur la base de critères qui sont censés être justes, en tout cas propres à l'exigence de l'acteur public. Avec tout ça, avec une certaine transparence aussi dans la procédure. Vis-à-vis des différents soumissionnaires. Exactement. Et effectivement, c'est la spécificité du droit public, c'est ce cadre-là qui génère aussi beaucoup de complexité en interne, qui fait qu'aujourd'hui, par exemple à Cahora, on a, nous en tant que communauté secteur public, une expertise et on intervient auprès de l'ensemble finalement de nos BU pour pouvoir les aider dès qu'ils répondent à un appel d'offres public. Donc voilà, ça nécessite quand même une petite cellule spécialisée, j'imagine, dans chaque entreprise pour pouvoir gérer ça correctement, en espérant que ça évolue plus tard vers un droit un peu plus souple aussi, la surprocédure n'étant pas forcément toujours un avantage. Voilà. Super, merci Alexandre. Et donc au-delà de ce cadre que tu nous as partagé, comment évoluent les pratiques aujourd'hui au sein du secteur public ? Alors du coup, elles évoluent de différentes façons. Donc on retrouve évidemment plusieurs formats de marché, donc les MAPA, les accords cadres, multi, mono-attributaires, etc. Ça, c'est des formes un peu standards qu'on trouve toujours. Mais on trouve aussi les fameuses centrales d'achat, donc, dont on entend de plus en plus parler, y compris pour vous comme pour nous, qui répondons régulièrement à des appels d'offres publics, ou à qui on demande de contractualiser avec un acteur public qui serait intéressé par nos offres. Et du coup, ces centrales d'achat-là, je pense que c'est intéressant de zoomer un petit peu dessus, parce que c'est une forme qu'on peut qualifier un peu dérogatoire de consultation. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour citer ces deux grandes centrales, entre guillemets, ou même les trois, on va dire, l'UGAP, la qu'on connaît très bien, et le RESA, ça reste des centrales d'achat qui, dans le principe, sont dérogatoires parce qu'elles ne respectent pas, en bonne et due forme, on va dire, ces fameuses procédures que j'ai citées juste avant, donc, c'est-à-dire le séquencement, mise en concurrence, etc. Avec tout le processus de consultation qui peut durer très longtemps. Exactement, mais du coup, qui, dans leur statut juridique, dans leur mandat, entre guillemets, le respectent de manière un peu sous-jacente. Ça veut dire, le fait de passer par une centrale d'achat, ça insinue qu'il y a une espèce de mise en concurrence implicite, qui est faite par le fait que, en fait, sur cette centrale-là, par rapport aux documents qui sont demandés par la suite, il y a quand même une procédure à suivre, mais qui est censée une vérification. Exactement, qui est censée être plus rapide. Beaucoup plus rapide qu'un marché public standard, qui peut prendre 4, 5 à 6 mois, surtout sur des accords cadres où il y a une phase où il y a du shortlisting, et ensuite il y a des bons de commande qui tombent et auxquels il faut répondre, et qui eux-mêmes sont remis en concurrence. Donc alors là, on peut aller sur une procédure qui peut durer 5-6 mois. La centrale d'achat, elle promet d'avoir une procédure plus courte, de pouvoir choisir dans une liste de commandes ou de solutions, par exemple, pour le marché SCC multi-éditeur, typiquement pour acquérir des licences. Voilà, c'est ce qu'on appelle choisir un produit sur étagère. C'est un petit peu le terme qu'on emploie dans le milieu. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que on en parle là parce qu'en fait, les acteurs publics sont très intéressés, en fait, en règle générale, par ces centrales d'achat-là, à une exception près, qui est
le markup, ce qu'on appelle la fameuse marge d'intermédiation, qui est plus ou moins forte selon les centrales d'achat, qui peut être très forte du côté UGAP par exemple. Et ça incite aussi à réfléchir à quelle manière l'acteur public, avec quel budget aussi, il est prêt à les consulter. Donc il y a cette enveloppe supplémentaire à prévoir, mais en même temps, il y a ce gain de temps aussi qui est donné. Et en fait, c'est une vraie stratégie de consultation en fait, pour le client, c'est-à-dire de savoir, et même pour nous en tant qu'entreprise, comment on trouve un équilibre financier, un planning optimisé dans tout ça. C'est quoi selon son besoin, le planning Exactement. associé, son budget, comme tu dis, puisque ça peut impacter effectivement le budget du client. Mais ce que tu partages, comme tu le dis, on le vit chacun respectivement. Nous, Oxalis, en tant qu'éditeur de logiciels, on a de plus en plus de clients, c'est ce qu'on partageait du secteur public. Et effectivement, on répond régulièrement à des sollicitations de ces acteurs-là, et beaucoup à travers les centrales d'achat. Puis on a quelques clients qui passent par des procédures de consultation de bout en bout, comme tu évoquais. C'est des choix à prendre en fait par l'entreprise selon ses critères, ses priorités. Mais bon, en tout cas, ça existe et effectivement, ça permet d'avoir cette dérogation, comme tu dis, en quelque sorte, pour aller un peu plus vite, mais avec quelques contraintes associées. C'est exactement ça. Si on résume. Ok, super. Merci Alexandre. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un état des lieux. Je te propose qu'on fasse un état des lieux de la digitalisation des achats publics et qu'on partage ensemble quels sont les impacts du digital dans le secteur des achats publics, mais quels sont les freins. Voilà, donc on va échanger là-dessus sur cette deuxième partie de l'épisode. Très bien. Alors j'aimerais que tu me partages maintenant les impacts du digital, selon toi les impacts positifs comme négatifs sur les achats publics. Alors ils sont essentiellement positifs, heureusement. Donc le digital, il s'inscrit à plusieurs endroits dans la commande publique. Évidemment, on va dire pour la gestion des marchés, pour la gestion des bons de commande, etc., on a aujourd'hui plusieurs solutions qui spécialisées en règle générale, notamment des SI Finance dans le secteur public, qui savent très bien gérer ça. Je dis très bien, c'est-à-dire qu'ils savent gérer une fiche marché et pouvoir y rattacher des bons de commande, un budget, un niveau d'engagement, etc. Tout ça, quand c'est intégré dans un même outil, ça offre déjà un certain suivi financier auditable très intéressant pour l'acteur public. Là, on peut aller encore plus loin et où ces solutions-là sont d'autant plus spécialisées, et notamment des solutions SIHA qui sont spécialisées davantage sur le secteur public, c'est de pouvoir respecter des procédures de validation interne, notamment quand un bon de commande dépasse certains seuils, il doit nécessairement évidemment être attaché à un marché, parce que quand on est au-dessus de 40K, si c'est la règle dans le règlement des achats internes du client, alors il faut que ça soit rattaché à un marché qui lui-même doit avoir passé toutes les étapes de validation, contenir des infos sur le tiers, le titulaire, le co-traitant, le sous-traitant, etc. etc. Ouais, je me permets de rebondir, c'est intéressant, on a un client qu'on a accompagné il y a quelques années et qui avait mis en place, je ne peux pas le citer, dans le secteur public, qui avait utilisé notre fonction plan d'action pilotage achat pour justement préparer le marché, récolter toutes les informations nécessaires, comme tu dis, sur les tiers, toutes les pièces justificatives. C'est vraiment un outil qui est beaucoup utilisé dans le public. C'est très personnalisable, donc à des fins un petit peu différentes, sur des formes différentes. Mais toute la préparation des procédures de marché et tout le suivi, le pilotage du marché était fait à travers cet outil-là de pilotage achat qui peut être utilisé, voilà, comme je le disais, de différentes façons. Mais on a vécu ça avec quelques clients et du coup, c'est intéressant de rebondir là-dessus. C'est tout à fait ça, et c'est extrêmement important de rappeler la notion de procédure, parce qu'en fait, c'est ce qui va déterminer si un outil SI ou une interface SI Finance, SI Achat va être pertinente pour un client parce qu'elle doit impérativement couvrir toute cette forme de procédure-là. C'est des choses qu'on fait nous-mêmes apparaître chez beaucoup de nos clients dans le cahier des charges directement quand on cherche à faire l'acquisition d'une solution SI Achat ou d'une solution SI Finance. Et effectivement, au-delà de ça, on a d'autres typologies de SI, donc notamment tout ce qui concerne la consultation, les plateformes d'achat, etc., où là, je qualifierais plutôt de frein, moi, de ce côté-là. Je les mettrais dans la catégorie frein, pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, il y a quasiment autant d'acteurs publics qu'il y a de plateformes de marché. Enfin, j'exagère un petit peu en disant ça. On a une plateforme qui s'appelle Place, qui est développée par la direction des achats de l'État, qui est censée mutualiser un petit peu tout ça. Il y a le
bulletin officiel, marché public, BOAMP, qui lui permet de savoir qu'un marché est officiellement publié, mais ça n'est que consultatif. Ça veut dire que derrière, il faut quand même aller chercher le lien originel pour savoir où sont les pièces de marché. Et là, du coup, je me positionne non plus chez le client, mais plutôt nous, en tant que cabinet ou en tant qu'externe, qui cherchons à répondre à un appel d'offres. Et aujourd'hui, on est très très loin d'une forme d'harmonisation et de mutualisation de plateforme là-dessus. Donc, un beau jour, j'espère, on aura une plateforme un peu globale qui pourra avoir des procédures un peu plus harmonisées. Ce n'est pas encore le cas. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a quand même une grosse marge d'amélioration. Et on a certains outils qui, en termes de sourcing, peuvent offrir des choses aujourd'hui assez intéressantes pour le client et aussi en termes de visibilité et d'interactivité avec les potentiels candidats. Tout à fait. Et soumissionnaires qui répondent aux consultations. Tu peux nous partager maintenant les freins. Donc, tu en as évoqué certains, mais j'imagine qu'on peut rencontrer parfois une certaine résistance au changement aussi dans certaines organisations, avec des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler, en tout cas d'une certaine façon, avec un outil, que ce soit sur la partie finance ou achat. Est-ce qu'il y a d'autres freins que tu peux nous partager sur la digitalisation des achats publics ? Oui, absolument. Alors, c'est plus des freins à l'adoption de nouveaux outils, à la notion d'automatisation. Je pense que, évidemment, qu'on gagne un temps précieux à automatiser certaines analyses, à automatiser un petit peu des éléments de réception d'offres, de benchmark des offres, etc. Ça, c'est sûr. Peut-être qu'on parlera un petit peu plus tard d'IA, mais en tout cas, c'est là où il y a des fortes potentialités pour ces nouvelles générations d'outils. En revanche, la résistance au changement, effectivement, elle est plutôt côté... ça peut être dans des services achats, ça peut être aussi en interne auprès des prescripteurs de direction opérationnelle qui sont parfois très ou trop attachés à certaines règles très strictes, enfin d'apparence en tout cas, de la commande publique, mais qui de toute façon sont censées être respectées, entre guillemets, en termes de procédure de toute façon, par la solution qui elle-même, dans le paramétrage, repose de toute façon sur les règles d'achat interne du client public. Donc c'est là où je pense qu'il y a un vrai accompagnement qui doit être fait aussi là-dessus, à adopter ces nouveaux outils-là, à rassurer sur le fait que les procédures digitalisées, qui respectent les seuils, qui ont des principes de validation, qui ont même du e-parapher, etc. à l'intérieur, tout ça est compliance. Et bénéfique aussi. Exactement. Donc, il y a un accompagnement à faire là-dessus, il y a une forme de rassurance à faire là-dessus, et globalement, ce qu'on voit, c'est que ça va. Aujourd'hui, les services achats sont plutôt satisfaits de faire l'acquisition de ces petits outils-là. Donc, je pense que ça évolue dans le bon sens, en tout cas, même si, effectivement, ça reste un frein inhérent à tout outil SI, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Peu importe, secteur public ou privé. Exactement. C'est le cas également. On va maintenant échanger autour des bonnes pratiques et j'aimerais que tu me partages un peu ta vision côté conseil et comment, selon toi, quelles sont les bonnes pratiques pour réussir un projet de digitalisation des achats dans le secteur public ? Alors les bonnes pratiques, déjà ça se prépare un projet comme ça. Donc en amont, bien entendu, on peut partir... on aime bien, côté conseil, partir déjà d'un règlement interne des achats. Tout organisme traduit ses règles de commande publique en interne, selon ses besoins, selon sa structure, dans un règlement interne des achats qui va cadrer un peu tout ça, qu'il faut aussi nous auditer dans cette démarche-là, c'est-à-dire regarder un petit peu les seuils, les grands principes, peut-être des éléments de volumétrie d'achat, etc., contrôle, etc., à certains niveaux. Après, on va descendre à une maille infra, qui va être celle de la processus de gestion. Là, pour le coup, la procédure achat, format logigramme ou autre, on aime bien les logigrammes dans le conseil, donc qui doit normalement pouvoir permettre de cartographier l'ensemble des procédures en fait, achat chez un client, qui seront indispensables de toute façon demain à faire des bons ateliers de conception, à dresser une liste de fonctionnalités clés qui devra couvrir le besoin du client. C'est même avant même le cahier des charges qu'on fait ça, mais derrière, il faudra quand même prendre ces procédures, on va dire photographiées à date dans une cartographie, pour les mettre en face d'un éditeur avec qui on fait des ateliers de conception pour venir les adapter, en tout cas à ce qu'est capable de faire la solution.
C'est ça, voir comment, dans quelle mesure, effectivement, avec les règles de gestion et à l'issue de cet audit, de ce diagnostic qui a été fait, comment l'outil peut répondre aux besoins, avec quel paramétrage, et comment on peut adapter, comme tu dis, les besoins, les process, les règles de gestion à l'outil standard. C'est exactement ça. Donc on a ces éléments de processus qui sont des éléments stratégiques et qui vont parler vraiment à toutes les typologies d'acteurs qui vont être touchés par l'outil SI, c'est-à-dire la direction, à travers de ses grandes règles et son cadre achat, les directions opérationnelles, qui vont demain être même utilisatrices, qui vont faire leur demande d'achat ou autre et leur suivi de marché dans l'outil. Et évidemment, les directions support, finance et achat, qui elles vont suivre les procédures, vont peut-être faire partie de la chaîne de validation aussi, et des signataires, etc., etc. Donc, et une fois qu'on a parlé de tout ça, il y a évidemment un élément clé, c'est la préparation de tous les référentiels, donc les nomenclatures achats, on a parlé de tiers à un moment donné, donc évidemment la base tiers qui est aujourd'hui peut-être encore plus importante qu'avant, parce que c'est peut-être la donnée qui va être la plus auditée sur laquelle il va falloir travailler encore plus en qualité à l'avenir. Mais aujourd'hui, c'est la combinaison un petit peu de toutes ces analyses-là dans un audit préalable, dans une phase de cadrage préalable, qui va devoir être fait pour que ça puisse venir derrière faire un projet d'implémentation fluide avec vraiment un chargement des référentiels, un paramétrage de la solution et une ouverture à des utilisateurs cibles optimisés aussi, parce qu'on s'intéresse aussi au volet organisationnel, donc est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir à la moindre personne qui est en capacité de faire une demande d'achat, est-ce qu'il faut la centraliser parce qu'il y a des cellules de gestion qui centralisent les demandes d'achat chez certaines directions, etc., etc. Donc tout ça doit être pensé et réfléchi un peu en amont du projet, tout à fait. Non, mais je te rejoins complètement. Si je partage ma vision éditeur, et c'est des facteurs clés de succès de projets qu'on partage d'ailleurs dans le cadre du secteur public et du secteur privé, c'est valable tout ce qu'on se dit là, également dans le privé, mais finalement, cette phase de diagnostic, de cadrage préalable, elle est très importante. T'évoquais les process à travailler en amont. Ça, c'est clé, effectivement, d'arriver. Il ne faut pas se poser la question en atelier de conception, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'outil. Non, il faut y réfléchir en amont. Quand on se fait accompagner, c'est encore mieux, puisqu'on a des experts à nos côtés comme vous qui permettent d'avoir un regard un peu neuf, critique, et qui challenge parfois les process pas toujours pertinents ou à jour et à retravailler. La donnée, c'est très important aussi. C'est ce que tu partages avec le référentiel fournisseur, les référentiels achats. Il faut travailler tous ces éléments également en amont, puisque l'outil ne fera pas de miracle si les données ne sont pas clean, et travailler en amont, et puis on sera encore plus impacté avec la réforme facturation électronique, donc ça va être encore plus important. On était assez... on répétait ça, mais là on va le faire davantage. Les données, c'est vraiment clé pour le succès du projet. Et ce que je partagerais, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais c'est important d'avoir un paramétrage adapté, donc on adaptera effectivement le paramétrage de la solution standard en fonction des besoins, des process, des règles de gestion qui auront été définies en amont des ateliers de conception et validés ensemble avec l'éditeur en atelier de conception. Finalement, il faut que l'outil soit aligné avec les procédures internes. C'est ce que tu partageais tout à l'heure. Généralement, on prévoit des interfaces avec l'ERP. Donc ça, c'est aussi un point important d'anticiper tout ce chantier interface, intégration avec les outils financiers comptables. Et on en a parlé tout à l'heure, mais la conduite du changement, la formation continue, l'accompagnement des utilisateurs, ça aussi c'est clé. Et là, les entreprises, les clients soit sont autonomes, soit sont accompagnés de cabinets spécialisés comme Kaora pour effectivement mener tous ces chantiers de conduite du changement, de formation et d'accompagnement, mais même au-delà du projet. Et souvent, ce qu'on dit, c'est pas un projet outil, c'est un projet aussi de process, d'organisation. Donc, c'est pas juste un outil qu'on met en place, mais c'est bien plus large et bien plus impactant. Oui, effectivement, je me permettrais de rebondir en plus et de compléter sur la partie conduite du changement. Elle démarre en réalité au début du projet. Ça veut dire que les acteurs qu'on identifie dès le début du projet, dès la phase de conception, qui sont mobilisés aussi pour des réflexions métiers, sur certaines, mobilisés aux besoins sur des phases des éléments de conception très spécifiques. On va les remobiliser ensuite sur des éléments de validation de paramétrage à un moment clé qu'on oublie un peu souvent, mais qui sont les phases de test. Et là, je parle évidemment des tests métiers, c'est-à-dire toute la session de comment votre solution a été paramétrée en bêta, comment vos procédures vont se formaliser. On fait un petit pipe de testeurs et qui seront demain les futurs référents de la solution et formateurs et qui iront les utilisateurs clés. Exactement, les utilisateurs clés. On s'appuie, sur lesquels on s'appuie.
C'est vraiment une logique. Alors, ça paraît basique de rappeler un peu ces éléments de conduite du changement-là, mais c'est extrêmement clé parce que c'est demain eux qui vont aller renforcer, promouvoir la solution, lui donner aussi toute la puissance, entre guillemets, et l'intelligence que cette solution-là peut avoir. Et effectivement, la conduite du changement se poursuit après, évidemment, hein, avec du coup tous les éléments interfaçables qu'on peut avoir. Et on sait aujourd'hui que les interfaces seront nombreuses. On parlait de réforme de la facturation électronique. Bon, voilà. La donnée tiers aussi, elle va être exploitée à plusieurs niveaux. Et il me semble qu'aujourd'hui, le SIHA peut être demain aussi une base tiers, un référentiel tiers enrichi qui peut être exploité par d'autres solutions. Donc ça peut être une piste encore intéressante à creuser. Mais voilà, tous ces éléments-là sont extrêmement clés, quoi. Tout à fait. Alors on va maintenant arriver sur la dernière partie de l'épisode et je vais te demander à cette occasion de me partager ta vision de l'avenir des achats publics. Si tu peux me dire ce que tu vois dans les années à venir et quelles sont les innovations et les perspectives selon toi dans le secteur public. Alors, une des premières innovations, évidemment, c'est l'arrivée fracassante de l'IA, un peu partout. Enfin, je dis fracassante, mais en réalité, on est dans tous les secteurs en réflexion sur où est-ce qu'on l'implémente, à quelle maille, à un niveau très opérationnel ou plutôt à un niveau très analytique, etc. etc. C'est vrai que sur les achats publics, là où il y a évidemment un gain potentiel, c'est sur l'analyse des offres, le sourcing des bons fournisseurs, etc. etc. C'est là où toutes ces analyses-là peuvent être accélérées. Donc il y aura évidemment une évolution là-dessus. Elle sera cadrée de toute façon. En ce moment, il y a je crois, pour 2026, il y a un AI Act européen qui devrait être normalement étudié et peut-être voté, et qui est censé un peu cadrer toutes ces démarches-là à une échelle européenne, et qui devra après se transposer, se retranscrire en droit français après, pour venir cadrer l'utilisation de l'IA dans les marchés publics, mais pas que. Mais en tout cas, dans toutes les procédures publiques, ça en découlera. Donc, il y aura très certainement des évolutions là-dessus qui en découleront au niveau de l'IA. Et après, d'autres thématiques aussi qui sont clés, évidemment, toute la partie achat responsable et RSE. Je sais que vous avez fait intervenir une experte là-dessus il n'y a pas si longtemps. En réalité, c'est pas très différent dans le public, hein. Et là, pour le coup, on voit des vraies synergies entre ce qui se passe côté achat public et achat privé. Les besoins sont les mêmes. On doit faire attention de manière sur l'impact écologique, sur l'impact social aussi. On a par exemple dans les collectivités un document qui s'appelle le SPASER, un schéma pour la promotion des achats écologiquement et socialement responsables. Ça fait beaucoup, mais en tout cas, tout ça pour dire que même à un niveau collectivité, on a déjà ces problématiques-là qui sont interrogées, et plus qu'interrogées, aujourd'hui, c'est un document que les collectivités et les établissements publics aussi doivent produire. Ça veut dire que ces infos-là doivent aussi se retrouver demain dans un système d'information, doivent se retrouver dans un marché. Ces critères RSE et achat, c'est des choses que même nous, en tant qu'entreprise qui répondons à des appels d'offres publics, on voit ça de plus en plus. Dessus, ouais, tout à fait. Ça fait partie des critères de choix. C'est des critères de notation, tout effectivement, à des pourcentages plus ou moins variables, mais qui ont tendance quand même à grandir. Et à prendre de plus en plus de poids. Exactement. Ça veut dire que même nous, en tant que futurs fournisseurs, on est dans l'obligation aussi de réinterroger nos propres pratiques. Tant mieux pour la planète, entre guillemets, mais tout ça pour dire que voilà, là, pour le coup, il y a vraiment une synergie entre ce qui se passe côté privé et public. Donc, tout à fait, ça aussi, c'est... Voilà, deux grandes thématiques qui sont dans l'avenir clés pour les achats publics. On a aussi des thématiques un petit peu plus juridiques, mais qui montrent aussi une tendance à l'assouplissement des normes. Par exemple, on sait que là, il va y avoir un allègement, en tout cas, ils vont garder un seuil de marché public pour les travaux qui est autour de 100 000 euros pour permettre à des entreprises plus petites de pouvoir contractualiser plus facilement avec des acteurs publics. Idem pour la partie, par exemple, retenue de garantie, où le pourcentage va baisser pour les PME, donc ça va être plus facile pour elles d'accéder au marché public. Donc, il y a une volonté de faciliter l'accès des petites entreprises, de faciliter les contractualisations à des seuils inférieurs. Donc, les seuils, finalement, on voit qu'ils montent chaque année pour rendre un petit peu, parce que voilà, on touche à des volumes de marché inférieurs à 100 000 euros. Il y a beaucoup de marchés qui peuvent être inférieurs à 100 000 euros. Donc, chez un acteur public, donc il y a une volonté de fluidifier, de faciliter. D'assouplir un peu. Exactement, c'est ça.
Donc en ça, on se rapproche vraiment beaucoup de ce qui est fait dans le privé. Inversement, on a aussi, et c'est là tout le paradoxe, des besoins de couverture complète des achats par des marchés. On a ça, par exemple, récemment chez 2 de nos clients, où le nouveau règlement d'achat qui est en train d'être rédigé va exiger que 1 euro dépensé, c'est couvert par un marché. Voilà, donc c'est pour des besoins d'auditabilité. On connaît tous aujourd'hui la difficulté de plusieurs acteurs publics d'un point de vue financier, du budget de l'État, etc., qui impacte tout ça. Donc il y a un vrai besoin de suivre la dépense publique. C'est plus pour ça que ce genre de normes, en tout cas... Finalement, on a l'impression qu'on se rigidifie d'un côté, chez certains clients, certains acteurs, mais que par ailleurs, comme tu dis, on simplifie, on fluidifie les procédures de l'autre. Donc il va falloir trouver cet équilibre entre... il faut suivre impérativement une maille très fine de nos dépenses, et il faut aussi faciliter l'accès aux offres du marché, aux différents fournisseurs, et pas être trop restrictif et que ce soit rédhibitoire pour des PME qui sont tout à fait éligibles et qui répondent parfois parfaitement à une offre. Superbe. Merci Alexandre pour ces éléments, c'est très intéressant. Je vais te demander de répondre à une dernière question, ce sera la question de conclusion de l'épisode. Selon toi, à quoi ressembleront les achats publics dans 5 ans ? Voilà, c'est très vaste comme question, ça ouvre plein de portes, mais je vais te demander ta vision un peu là-dessus. Alors ça sera magique parce que tout sera automatisé, on pourra avoir un appel d'offres en cliquant sur un bouton, il sera analysé à notre place. Non, je plaisante évidemment. Dans 5 ans, je l'espère en tout cas, on aura une forme d'harmonisation des pratiques, déjà en termes de procédure d'achat. La notion de seuil, elle est évidente, c'est pour aussi protéger nos dépenses publiques. Et je dis bien nos parce que nous, en tant que citoyens, on est très heureux et très informés là-dessus en droit français, donc ça, il faut évidemment le préserver. Ça doit cependant se faire dans une logique de performance. Malheureusement, c'est aujourd'hui, on en parle souvent, et je reviens sur ce qu'on avait dit un petit peu avant, cette logique de performance-là dans le privé comme dans le public, elle existe, elle est importante, elle doit mener à des optimisations des dépenses publiques, mais elle doit se faire aussi, on vit dans un monde qui est plus automatisé, qui est un peu augmenté avec l'IA, etc. Je ne pense pas qu'il faille pour autant être complètement en défiance via l'IA, au contraire, il faut juste savoir l'implémenter au bon endroit, essayer de faciliter ces démarches-là, respecter nos principes de commande publique et faire que dans 5 ans, on ait un monde des achats qui soit parfaitement, on va dire, un peu plus fluide et un peu plus flexible. Déjà, si on aboutit à ça dans 5 ans, ça sera déjà pas mal, je pense. C'est clair. Merci beaucoup Alexandre pour ton intervention, merci pour ta participation à l'épisode, j'étais ravie de t'accueillir et c'était très intéressant d'échanger avec toi autour des achats publics. Un grand merci à Oxalis et un grand merci à toi Léa pour cette invitation, et avec plaisir pour pourquoi pas revenir une prochaine fois, avec grand plaisir. Merci à toi et merci à tous. Nous arrivons à la fin de cet épisode spécial, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre notre actualité et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode.